Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour quelques éléments de correction de l'épreuve de droit public qui a été donnée au concours de l'ENM en 2024. Donc comme d'habitude, deux questions donc pour une durée de 3 heures. D'une part, les révisions de la Constitution et d'autre part, le ministre. Alors pour commencer, quelques remarques sur ce sujet donc, qui a été donné en 2024. Alors tout d'abord, il s'agit de deux questions dites de cours, hein, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de sujets transverses à plusieurs chapitres comme ça a été le cas il y a quelques années. Finalement, on est dans une suite de ce qui a été donné en 2023, hein, puisqu'on avait une question sur la dignité de la personne humaine et le droit d'amendement. Donc vraiment des questions, je dirais, plates, hein, des questions de cours finalement. Donc la difficulté, je dirais, c'est que ça va être évidemment de montrer donc toutes les connaissances que vous avez sur ce sujet, mais aussi essayer de faire un plan dynamique. Autre remarque sur ce sujet, alors là c'est plus original, c'est que on a deux questions qui finalement ont trait au droit constitutionnel. Les autres années, on trouvait généralement un sujet plutôt droit constitutionnel et un sujet plutôt liberté publique. Cette année, ça a été deux questions de droit constitutionnel, hein, d'où l'importance de ne surtout pas faire d'impasse dans le programme. Alors voyons maintenant la première question donc, qui a été donnée, qui avait trait aux révisions de la Constitution. Et la première remarque qu'il faut faire sur ce sujet, c'est qu'il ne s'agit pas de la révision de la Constitution, mais l'énoncé comporte un pluriel, hein, donc les révisions de la Constitution. Donc, il ne fallait pas répondre à ce sujet comme vous auriez répondu à un sujet sur la révision de la Constitution. Un sujet type la révision de la Constitution renvoie aux procédures hein, pour réviser la Constitution, alors que là, ce pluriel aux révisions implique que oui, il faut parler des différentes procédures de révision de la Constitution, mais il faut aussi s'intéresser au contenu en fait de ces révisions de la Constitution et ces révisions de la Constitution depuis 1958, hein, sous la Ve République, puisque le programme de l'ENM porte exclusivement hein, sur la Ve République. Donc de manière assez classique, on va pouvoir faire une première partie sur les procédures diversifiées pour réviser la Constitution et dans un second temps, on va venir voir finalement donc le contenu en fait de ces différentes révisions depuis 1958. Alors, on va voir dans une première partie la diversité des procédures de révision de la Constitution, tandis que dans une seconde partie, on va venir voir la diversité du contenu des révisions de la Constitution. Donc en première partie, il faut impérativement parler tant de la révision qui est prévue par la Constitution de 1958, c'est-à-dire l'article 89 de la Constitution, et on parlera dans un second temps de un autre mode donc de révision de la Constitution qui a été utilisé par le général de Gaulle, c'est l'article 11 de la Constitution et le référendum. Alors s'agissant d'abord de la procédure qui est celle et l'unique qui est prévue par la Constitution de 1958, on va là montrer que l'on a des connaissances donc, sur cette question. Tout d'abord la question de l'initiative de la révision constitutionnelle, le président de la République sur proposition du Premier ministre ou bien les membres du Parlement. Ensuite, on pouvait détailler la procédure de vote et d'adoption de cette proposition ou ce projet de loi constitutionnelle. Alors, on rappellera que la Constitution, l'article 89, prévoit que la procédure de droit commun, une fois que donc la proposition ou le projet a été voté, la procédure de droit commun, c'est de recourir
au référendum, et ce n'est que par exception, hein, c'est ainsi que l'article 89 est rédigé, qu'on va avoir recours au Congrès, hein, c'est-à-dire à la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat. Relisez bien l'article 89, même si dans la pratique, la quasi-totalité des révisions ont été adoptées par la voie du Congrès, l'article 89 prévoit bien que la procédure de droit commun, c'est le référendum. Et à ce stade, on pouvait faire quelques remarques sur pourquoi est-ce que l'on avait recours au Congrès et pas au référendum. Et puis, dernière chose à dire sur cet article 89, c'est finalement les limites à la possibilité de réviser la Constitution. Alors, des limites, il y en a assez peu. L'article 89 prévoit qu'on ne peut pas modifier la forme républicaine du gouvernement et également qu'il n'est pas possible de réviser la Constitution lorsqu'il y a une atteinte à l'intégrité du territoire. En gros, dans une situation de crise, hein, type par exemple de celle de l'article 16 de la Constitution. Également, l'article 7 prévoit qu'il n'est pas possible de réviser la Constitution en cas de vacance de la présidence de la République. Mais à part ces limites-là, eh bien, il est possible de modifier tout le contenu de la Constitution. Donc ça, c'est la procédure de l'article 89, hein, donc la procédure qui est prévue par la Constitution, c'est la seule, hein, c'est le dernier article de la Constitution, et il n'y a qu'un article, hein, c'est sur la révision de la Constitution, mais néanmoins, il fallait ici aborder l'utilisation de l'article 11 par le général de Gaulle pour réformer la Constitution. Donc en 1962 et en 1969, mais toujours en expliquant que ce n'est pas ce qui est prévu par la Constitution. Pourquoi est-ce qu'il a eu recours au référendum plutôt qu'à la procédure de l'article 89 ? Eh bien, notamment parce que lui-même, il estimait qu'il remettait en question sa responsabilité devant le peuple, hein, parce qu'il a été élu par le peuple. Alors, au départ, par le suffrage universel direct, puis par le suffrage universel direct, hein, du fait de la révision constitutionnelle de 1962. Et comment est-ce que ça se fait qu'il est possible de réviser la Constitution en utilisant, je dirais, une procédure inadéquate ? Eh bien, c'est parce qu'il n'y a pas de contrôle juridictionnel sur les révisions constitutionnelles. Le Conseil constitutionnel, lui, s'est déclaré incompétent pour contrôler les lois constitutionnelles, et également le Conseil d'État, lui aussi, s'est déclaré incompétent pour contrôler les lois référendaires. Donc, on peut finalement réviser la Constitution avec une procédure qui n'est pas prévue parce que derrière, il n'y a finalement pas de juge qui va venir sanctionner cette mauvaise révision de la Constitution. Donc ça, c'était une première partie donc sur les modalités de révision de la Constitution. Et puis dans une seconde partie, donc on pouvait venir expliquer donc le contenu en fait des nombreuses révisions de la Constitution qu'on a connues depuis 1958. Alors surtout, il ne fallait pas faire un catalogue, hein, de ces différentes révisions. Il fallait essayer de trouver deux grands axes, hein, qui seraient donc les deux sous-parties de cette seconde partie. Donc pas forcément évident en essayant de ne pas faire un catalogue de toutes ces révisions, hein, qu'on ne connaît d'ailleurs pas forcément. Donc à mon sens, on pouvait faire une première sous-partie sur un rééquilibrage entre des rapports entre l'exécutif et le législatif, hein, et le Parlement. Et puis dans une dernière donc sous-partie, venir voir eh bien les droits fondamentaux qui ont été accordés par les différentes révisions constitutionnelles. Alors s'agissant du rééquilibrage entre l'exécutif et le législatif, évidemment, les différentes révisions, notamment la révision constitutionnelle de 2008, ont visé à donner plus de pouvoir au Parlement et à l'inverse de
d'encadrer, de limiter le pouvoir exécutif. 2 exemples que vous pouviez citer, donc c'est bien sûr la révision constitutionnelle de 2008, qui a essayé de remettre le Parlement au centre de notre régime. Et puis, à l'inverse, s'agissant de l'exécutif, on pouvait tout à fait citer la révision de 2007, donc qui est venue modifier les articles 67 et 68 de la Constitution à propos de la destitution du président de la République. Et vous le savez, donc en 2007, on a mis fin à cette notion de haute trahison et on a retenu un manquement incompatible avec les fonctions du président de la République, ce qui a priori permettrait de mettre en œuvre plus facilement une procédure de destitution du président de la République. Et puis enfin, donc s'agissant des révisions qui ont eu trait aux droits fondamentaux, ce sont évidemment des révisions qui vont accorder plus de droits fondamentaux aux citoyens. Alors d'une part, on a vraiment une insertion, une rédaction, un ajout de droits fondamentaux dans notre Constitution, alors même que notre Constitution contient très peu de droits fondamentaux. À titre d'exemple, bien évidemment, la dernière révision constitutionnelle du 8 mars 2024, donc qui a intégré à l'article 34 la possibilité pour les femmes d'avoir recours à l'IVG. On peut également citer l'adoption de la charte de l'environnement qui a donné pas mal de droits, droit à l'information, droit à la participation du public, donc en matière d'environnement, également l'insertion à l'article 1er de la Constitution en 2008, l'égal accès des hommes et des femmes. Et puis enfin, dernière chose, la création de la question prioritaire de constitutionnalité donc en 2008, la QPC, donc là vous pouviez rappeler un petit peu le mécanisme de la QPC, elle a trait aux droits fondamentaux, puisqu'elle permet à un justiciable donc d'invoquer l'inconstitutionnalité d'une loi, mais l'inconstitutionnalité d'une loi par rapport à la méconnaissance d'un droit ou une liberté garantie par la Constitution, donc avec un renvoi des juridictions ordinaires vers tout d'abord la juridiction suprême, qui ensuite va renvoyer au Conseil constitutionnel. Et pour finir, je dirais, une fois qu'on a un petit peu parlé de toutes ces formes de révision de la Constitution, on peut néanmoins venir un petit peu modérer le pouvoir du constituant, de pouvoir modifier la Constitution comme il le souhaite, parce que lorsque l'on va voir les différentes révisions de la Constitution qu'il y a eu depuis 1958, il y en a quand même un certain nombre qui concernent l'Union européenne et qui finalement ne sont pas des révisions qui viennent du peuple français lui-même, mais qui viennent de l'Union européenne et qui en quelque sorte ont été un petit peu imposées au pouvoir constituant français. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce premier sujet, sur les révisions de la Constitution. Et voyons maintenant donc le second sujet qui était donné en 2024, dont l'intitulé était « Le ministre ». Donc là aussi, un sujet plutôt droit constitutionnel. Alors le ministre, la première attention qu'il fallait avoir sur ce sujet, c'était la manière dont il était formulé. C'est-à-dire que dans le ministre, ça peut être à la fois le premier d'entre eux, c'est-à-dire le Premier ministre, mais ça renvoie aussi aux autres ministres. Donc, en introduction, déjà, il fallait bien définir donc la notion de ministre et nous dire que, en gros, c'est le Premier ministre et les autres ministres. Autre attention qu'il fallait porter sur ce sujet, c'est qu'il ne fallait surtout pas faire une partie sur le Premier ministre et une autre partie sur les ministres, mais néanmoins, tout au long de la réponse, on devait retrouver les différences entre Premier ministre et les autres ministres, sachant que la Constitution de 1958 accorde beaucoup plus de pouvoir au Premier ministre qu'aux autres ministres. De manière classique, on peut retenir un plan que l'on retrouve très souvent. D'une part, l'organisation des ministres et d'autre part,
les pouvoirs donc, qui sont accordés au Premier ministre et aux ministres. Alors tout d'abord, dans l'organisation donc de la fonction des ministres, on peut tout d'abord voir la nomination des ministres et la fin de leur fonction. Donc là, on citera l'article 8 de la Constitution, donc qui prévoit que la nomination est faite par le président de la République. Néanmoins, on peut aussi parler donc de l'article 49 de la Constitution avec l'engagement de la responsabilité donc du gouvernement devant l'Assemblée nationale qui, là aussi, s'il y a une motion de censure qui est votée, peut entraîner la fin de fonction, le renversement d'un gouvernement, même si formellement la décision appartient au président de la République. Dans une deuxième sous-partie, on pouvait venir voir quel était l'exercice des fonctions des ministres. Alors on pouvait parler du statut donc des ministres, leur responsabilité qui est particulière puisqu'ils sont responsables donc devant la Cour de justice de la République. Également, on peut voir que donc le Premier ministre va coordonner et va arbitrer la politique les différentes politiques entre chaque ministère, même s'il n'est pas un supérieur hiérarchique des ministres, c'est lui qui va coordonner donc la mise en place des diverses politiques qui relèvent de chaque ministère. Et puis enfin, si vous aviez des connaissances sur le sujet, quels sont les moyens humains et matériels qui sont au service du Premier ministre, eh bien on peut citer bien sûr le Conseil des ministres et également le secrétariat général du gouvernement qui joue un rôle assez important en tant que coordinateur donc des différents ministères. Et puis dans une seconde partie, on pouvait venir voir quels sont les pouvoirs du Premier ministre et des différents ministres. Alors évidemment, ils font partie de l'exécutif, mais ils ont également quelques prérogatives donc, en matière législative. Donc tout d'abord, s'agissant des pouvoirs au niveau de l'exécutif, on peut citer l'article 20 de la Constitution, qui nous dit que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l'administration et de la force armée. Également l'article 21 de la Constitution avec le pouvoir réglementaire qui est donné là par contre seulement au Premier ministre, le premier titulaire du pouvoir réglementaire au niveau national, c'est le Premier ministre. Attention, les ministres ont quand même un pouvoir réglementaire résiduel, je dirais, soit lorsqu'ils contresignent donc une décision qui est prise par le Premier ministre, et également on pouvait citer la jurisprudence de 1936 Jamard du Conseil d'État qui nous dit que les ministres ont un pouvoir réglementaire dans le cadre de l'organisation de leur service. Donc ça c'est au niveau exécutif, donc surtout le pouvoir réglementaire et d'exécution des lois. Et puis en matière législative, le Premier ministre et les ministres ont néanmoins certaines prérogatives, donc ils ont l'initiative, le Premier ministre, a l'initiative des lois, ça c'est l'article 39 de la Constitution qui le prévoit. L'article 44, lui, prévoit que le gouvernement, dispose du droit d'amendement, et puis finalement on pouvait aussi citer donc tous les cas où le gouvernement peut intervenir pour maîtriser la procédure législative et finalement prendre la main sur cette procédure législative qui normalement appartient de plein droit au Parlement. Et là, on pouvait citer alors le vote bloqué, l'engagement de la responsabilité du gouvernement, etc., etc. Donc des matières où le gouvernement peut néanmoins intervenir en matière législative et reprendre la main sur les pouvoirs du Parlement. Donc voilà quelques éléments de correction que l'on pouvait donner donc sur ce sujet donné à l'épreuve de droit public en 2024 au concours de l'ENM.